Bonsoir. Un nouveau mouvement de grève dans le milieu des transports en Côte d'Ivoire, le transport routier. Et ce sont les minicars communément appelés Baka et les taxis communément appelés Wora Yopougon, eh bien, qui sont à l'arrêt depuis ce mardi 22 novembre 2021. Et ce pour 72 heures. On en débat en tout début d'émission. Et ce soir, nous serons en compagnie de Kouadio Konan-Bertin, ministre de la Réconciliation et de la Cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Avec lui, il sera question du défi de la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Analyse pertinente et débat constructif. Ce qu'il faut retenir de l'actualité, eh bien, c'est notre live talk. Bienvenue. Oyez, on est toujours très heureux d'être en votre compagnie, hein, comme tous les soirs. Vous êtes toujours plus nombreux. C'est important qu'on le souligne parce que, au regard des témoignages que vous nous partagez, au regard de vos réactions, tant sur les réseaux sociaux que dans la vie, dans la vraie vie, parce que vous existez, vous, nos téléspectateurs, vous nous témoignez chaque jour votre attachement à ce rendez-vous-là, votre amour et votre adhésion. Et ça se quantifie, ça se mesure. C'est important qu'on le dise. Et nous, on voulait vous dire merci avant de commencer cette émission. André Bois, bonsoir. Comment ça va? Bonsoir. Vous mesurez, vous ressentez également que nos téléspectateurs... Oui, on le ressent. On voit qu'il y a beaucoup d'adhésion autour de ce qu'on fait. Adhésion, ça veut dire qu'ils sont toujours intéressés, qu'ils soient d'accord ou en désaccord. Mais en tout cas, il y a beaucoup d'intérêt autour de ce qu'on fait. Même vos amis de Yopougon Oui, Yopougon et puis d'ailleurs aussi, hein, ouais. Tout comme il y a beaucoup qui apprécient. Bon, enfin, c'est ça la démocratie. Très bien. Alain Toussaint, bonsoir. Comment allez-vous? Bonsoir, Maurice. Bien. Et vous-même? Ça va. Sur le plan national, sur le plan international également, vous sentez cette adhésion-là parce que vous recevez très souvent des réactions de téléspectateurs qui nous suivent sur nos pages des réseaux sociaux. Bien sûr, nous sommes une télévision sans frontières, hein, suivie par, bien sûr, la diaspora ivoirienne, mais au-delà d'elle, la diaspora africaine. Il y a aussi d'autres communautés, notamment en France. On profite pour saluer tous nos leaders, tous les acteurs de la vie politique, même à l'extérieur, qui chaque jour nous témoignent l'intérêt pour les programmes de la TV. Et leur soutien. Rihanna, si vous êtes au contact de la population, c'est le cas de le dire. Vous également, vous notez que les uns et les autres ont cet amour-là, véritablement. Oui, tout à fait. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on a touché les cœurs de pas mal de personnes, qu'on soit d'accord ou pas, comme André le disait. On nous connaît, on nous aime, je pense. On existe dans le cœur des Ivoiriens. On existe dans le cœur des Ivoiriens. Oui, c'est ça. Bonsoir, Brice. Et bonsoir, Rihanna. Comment allez-vous? Nos amis de la Martinique, il y a notre ami Harry Diboula qui nous suit souvent via Facebook. Très, très bien. Voilà. C'est un ami de la Côte d'Ivoire. Il est très attaché à cette chaîne également. Très bien. Merci, Alain. Il y a une petite note où tu me manques là, que j'entends dans ma tête. Bien sûr, bien sûr. Petit débat tout de suite et maintenant, avec votre permission, mesdames et messieurs. J'ai envie de dire un sale temps pour les amis de Yopougon, parce que les minicars et les taxis communaux sont en grève depuis ce matin dans la commune de Yopougon, j'en parlais. Eh bien, les causes et les conséquences de cette nouvelle crise au niveau du transport routier, sur le plan social, on en parle avec nos chroniqueurs et nos experts autour de cette table. André, c'est une nouvelle fâcheuse situation à déplorer? Oui, toujours. Enfin, quand il y a une grève, celui qui en paye le prix en premier, c'est bien sûr le citoyen, qui lui a besoin de se rendre sur son lieu de travail, a besoin d'accompagner son fils à l'école, ou en tout cas de permettre que justement sa petite maison puisse tourner autour justement des transports en commun. Et donc comme nous, en Côte d'Ivoire et dans beaucoup de nos communes, on a construit le transport en commun autour des Baka et des Woro, donc forcément il suffit qu'il y ait un petit moment de grève, un petit débrayage pour que tout le monde le ressente vraiment terriblement. Donc voilà, c'est le constat qu'on peut faire. Maintenant, on pourra toujours débattre sur d'autres points. Alain Toussaint, vous qui êtes analyste, pour avoir une vue plus large, c'est une nouvelle grève. On commence vraiment à se poser des questions. La grève, c'est un droit, on ne va pas revenir là-dessus. Oui. Mais grève des infirmiers, du corps de la santé, une nouvelle grève dans le domaine des transports. Bon, je pense qu'en ce qui concerne la grève des transports en commun, cela ramène à la gouvernance du secteur des transports. Mais les motifs de la grève ont été clairement indiqués sur le harcèlement que subiraient
les chauffeurs de ces compagnies de transport. Et je pense que c'est un vrai problème de société qui est posé, puisque au-delà de ceux qui opèrent dans les zones urbaines, il y a également les transporteurs qui sont sur les grands axes nationaux qui partent de la capitale vers l'intérieur du pays ou même à l'intérieur du pays également. Donc c'est un problème qui, une fois encore, touche à la relation entre ce qu'on appelle le corps habillé, en 2 mots s'il vous plaît, et les compagnies de transport. Rihanna? C'est une situation qui, encore une fois, fait en pâtir la population. C'est la 2e grève en 1 mois. On a eu une première grève en début de mois. On a eu également des petites tensions en début d'année, notamment à la mi-janvier, où ils exprimaient encore certains mécontentements qui aujourd'hui se répètent. Le moment est venu de pouvoir trouver des solutions qui puissent durer dans le temps, parce que à la fin de l'année, enfin à la fin de la journée même, quand on a vécu une journée comme celle-là, c'est l'économie du pays qui va prendre un petit coup. C'est énormément d'activités qui vont se voir ralentir. C'est des entreprises, des start-up, dont on sait qu'il y a une forte concentration de la population qui réside à Yopougon. On va dire, c'est un bloc qui est certes à part, mais qui alimente énormément la ville d'Abidjan. Donc ça crée un réel problème. Il faudra trouver des solutions efficaces. Sur les raisons de cette grève-là, j'ai en ligne Monsieur Lanciné Koné, donc c'est le responsable des chauffeurs de Yopougon GESCO. Monsieur Koné, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Comment allez-vous, Monsieur Koné? Oui, ça va un peu. Alors, Monsieur Koné, nous, on a envie aujourd'hui, et comme l'ensemble des Ivoiriens, de bien comprendre, on a entendu des choses, mais de votre propre bouche, qu'est-ce qui cause problème? Qu'est-ce qui entraîne cette grève-là? Non, bon, à Yopougon, actuellement, comment on appelle ça, la police municipale, on fait sortir un papillon de 5 000 à 50 000 francs. D'abord, les chauffeurs même souffrent au niveau de la police nationale, même à Yopougon. Si on est en train de régler ce problème, la mairie fait sortir un autre papillon de 5 000 à 50 000 francs. Le papillon est sorti quand? Bon. Il est sorti quand, le papillon? Le papillon est sorti, ça vaut maintenant au moins 2 mois. Ça fait 2 mois. Pourquoi maintenant vous vous en plaignez maintenant? Non, bon, c'était sorti, il crois que ça fait au moins 2 ans maintenant. On avait fait un arrêt de travail. On allait régler le problème un jour qu'on plateau sur le ministre des Transports. Donc, ça a été sulpané sur le terrain. Donc, ils ont renvoyé encore le même papillon sur le terrain. Ça fait maintenant 2 mois. Les 2 mois, là, on était en négociation avec les responsables de la mairie pour voir annuler le papillon sur le terrain. Parce qu'à Yopougon, la police nationale nous donne un papillon 22 500. Ça se fait au niveau de la préfecture. Voilà, donc on n'a même pas encore fini de régler tout ça. Si la mairie doit venir nous donner encore papillon de 5 000 à 50 000 francs, Non, mais, pour mauvais stationnement seulement. Monsieur Koné, Lanciné, la question, vous dites un papillon, mais c'est quoi? C'est pourquoi? C'est pour payer justement un montant d'exploitation? C'est quand vous commettez une infraction? C'est pourquoi en fait? Il faut qu'on comprenne déjà. On a un mauvais stationnement. Oui, mais monsieur Koné, il s'agit d'un mauvais stationnement. C'est-à-dire que si vous ne vous comportez pas bien sur la voie publique, c'est le montant qui vous est opposé. Donc est-ce que pour ça, on doit... Donc, voilà le montant. Mais c'était le problème à Yopougon. Oui. Les femmes même vont sur le goudron. Les femmes ont occupé toute la voie. Essayez de venir à Yopougon, vous allez constater les faits. Il n'y a pas un endroit où les véhicules même peuvent bien stationner. Bon, tu veux rentrer, tu ne veux pas connaître les piétons et puis pouvoir garer. Tu es obligé de stationner à côté pour pouvoir descendre, prendre ton client rapidement pour bouger. Mais les polices municipales sont toujours cachées. On a de s'occuper de les chauffeurs roulants, il doit s'occuper de les femmes qui vont sur le goudron d'abord. Alors, monsieur Koné, ce qu'on veut bien comprendre, c'est qu'aujourd'hui, vous êtes bien d'accord qu'il y a un vrai problème concernant donc, le stationnement. Vous étiez en négociation avec la mairie. Vous vous plaignez du fait que le papillon soit trop cher, ou bien vous voulez purement et simplement qu'on annule ce fameux papillon-là? Parce que ce papillon, on veut qu'ils n'ont pas suspendre même le papillon. Parce que la police nous corrige déjà même sur le terrain. Quand ils grillent aujourd'hui, là, ça se paie même sur le téléphone.
Des fois même, là, les promoteurs de véhicules même reçoivent les messages directement à ton chauffeur, tel numéro, telle voiture a grillé le feu dans tel endroit. Si tu ne payes pas, quand tu as fini la visite, quand tu t'en as passé pour la visite, on te fait payer les Bien sûr, contraventions que tu as volées. bien sûr. Ça, c'est Voilà, le rapport avec la voilà. vidéo-verbalisation. Alors, est-ce que vous êtes en négociation en ce moment avec la mairie, avec le ministère des Transports? Qu'est-ce qui est mené comme démarche pour que la population n'ait plus à souffrir de cette situation? Bon, hier même on était à la mairie. Les gars nous ont dit non, qu'on peut négocier pour réduire, mais pour enlever le patron sur terrain, ils ne vont pas enlever le patron sur terrain. Et donc, vous Donc, vous dites... on a fait... Et vous vous dites, ils vous ont demandé, ils disent, ils peuvent essayer de voir donc, la piste de la réduction, pas l'annulation. Voilà. Mais vous, qu'est-ce que vous répondez à ça, finalement? On les a dit, ils n'ont qu'à enlever d'abord, avant de rentrer en négociation de ça. Parce que la police municipale aujourd'hui, là, c'est devenu un problème pour les chauffeurs roulants de Yopougon. De fois même, tu es à Yopougon, tu as l'impression que tu n'es pas en Côte d'Ivoire. On sait que non, le président de la République est en train de faire un travail de fond. Donc, ils n'ont qu'à essayer d'alléger un peu les conditions de vie des populations. Si la population souffre, un chauffeur roulant comme ça, quand il sort du matin ou quand il sort, aujourd'hui, par exemple, 22 500, la police nationale le donne, c'est lui-même sa ration, il prend, il s'en va retirer les pièces et puis ils ont permis. La mairie donne encore, les promoteurs de véhicules ne reconnaissent pas ces papiers-là. C'est le chauffeur roulant qui doit partir retirer ça à la mairie, 50 000 francs. Hein? Où allons-nous? Tout ça, vous voulez poser une question? Oui, je voulais juste demander, est-ce que vous allez donc maintenir votre mouvement? Est-ce que la grève se poursuit? Est-ce que demain, ce sera la même situation qu'aujourd'hui? Oui, demain, ça sera la même situation qu'aujourd'hui. C'est une grève de 72 heures. Oui, mais M. Koné, Voilà. c'est une grève de 72 heures, mais il se trouve qu'il y a certains qui ne sont pas forcément intéressés par la grève. Est-ce que vous les laissez travailler librement? Enfin, chacun est libre de choisir s'il veut faire la grève ou pas. Est-ce que ça, vous l'entendez ou pas? Non, on ne va pas emmerder quelqu'un. On ne va pas forcer quelqu'un d'aller garer. Mais là, aujourd'hui, les véhicules de Yopougon sous 100, il y a au moins 97 ou 99 qui ont garé. Ouais. Vous pouvez constater les faits. Hein? Voilà, c'est la majorité qui compte. Les véhicules qui roulent à Yopougon, les véhicules qui roulent à Yopougon actuellement, ça, c'est les véhicules délégués même de la mairie. Ah, d'accord. Après cette Voilà. grève, Dans les chauffeurs qui sont fatigués, ils ont dit. Très bien. En tout cas, merci beaucoup, monsieur Koné Lanciné. Je parle plus responsable des chauffeurs de Yopougon-Gesco pour cet éclairage. Merci. Merci beaucoup. Ok, merci. Réna, vous avez une Oui, question? non, en fait, c'était à lui que je posais la question. J'allais demander, après cette grève, s'ils n'ont pas de réponse, qu'est-ce qui se passe? Mais bon, je pense qu'il aura l'occasion de nous répondre une autre fois. Ce qu'on constate dans ces dires, c'est que les responsabilités sont largement partagées. Ce que je veux dire aujourd'hui, c'est qu'on sait que parfois on peut être face à l'incivisme et tout des conducteurs. C'est une réflexion qui est là depuis très longtemps. Mais on sait aussi que les infrastructures ne sont pas mises en place justement pour qu'on puisse suivre les règles qui sont imposées. Donc aujourd'hui, je pense que l'incompréhension vient du fait qu'on n'a pas l'infrastructure qu'on devrait avoir. Vous nous imposez des taxes qui sont élevées quand on sait également toutes les taxes et les charges qu'on a à payer nous en tant que conducteurs, qui gagnons très peu sur les marges de recettes qu'on a. Donc finalement, on est en train d'étouffer ce système du transport qui pourtant profite à la population alors qu'on devrait aider ce système. Oui, je pense que Rana a résumé le fond en fait, du problème, qui est un problème structurel. Au départ, il y a eu les maisons et ensuite on a fait des routes. Mais les transporteurs obéissent au code de la route, ont besoin, eux, de prendre les passagers qui sont en bordure de la voie pour faire leur travail. Donc, c'est un problème enfin, global. C'est ça. Voilà, c'est-à-dire qu'il faudrait peut-être aménager des espaces de chargement, de prise en charge des passagers et autres dans chacune de nos communes. Il y a tout à penser, en fait. Il y a ces problèmes-là et derrière, il y a les taxes. Non, mais il y a les taxes. Les taxes, déjà, moi, je pense que c'est pour des infractions. Mais le fond du problème que posent mes deux camarades, c'est qu'il faut quand même que les gens puissent respecter le code de la route. Ils veulent le respecter, mais ils font comment? Quand, par exemple, on laisse prospérer
nos braves mamans, c'est vrai, mais voilà, il faut aménager des espaces. Parce qu'on vous demande de garer sur le côté de la route, mais sur le côté de la route, il est occupé par une dizaine de femmes qu'on a laissé, cette même mairie aurait laissé s'installer les étals. Il y a un problème. C'est pour ça que, pour certains, on va utiliser cette taxe-là parce qu'on a envie de renflouer les caisses soit de l'État ou de la municipalité, etc. Donc il faut vraiment, une fois qu'on veut faire appliquer la loi, il faut commencer par... Exactement. On peut verbaliser des piétons. Est-ce qu'on le sait ça, les mairies? Parce que si un piéton il passe son temps sur la chaussée, mais on doit pouvoir le verbaliser. Sauf que le piéton il te dira, mais je passe où? Parce qu'il y a la dame qui vend un pain condiment et l'autre. Qu'est-ce qu'on fait? Et donc le problème il est là. Il faut d'abord le régler en amont. Je prends encore l'exemple de l'autoroute Abidjan-Bassam. C'est que par exemple, on sait qu'on a une culture. J'attends vraiment d'avoir le BNET ou d'autres services pour leur poser la question. Nous avons une culture. C'est ça aussi, il faut adapter les infrastructures aux cultures des uns et des autres. Vous savez pertinemment qu'à un certain moment, sur des axes comme ça, on aura des BACA qui vont vouloir faire des demi-tours, etc. On peut même anticiper, dans la construction de l'infrastructure, mettre des bretelles ou des sorties où ils peuvent garer. Voies de dégagement. Des voies de dégagement. Donc, en fait, on construit comme si on était en Europe et que tout était parfait et qu'on pouvait faire une autoroute comme ça. Mais sauf qu'on a des réalités. C'est ça le vrai problème. Maintenant, Donc, voilà. le montant des contraventions... Faut qu'on en parle. Parce que 22 500, c'est parfois la recette. De... Non, mais ils sont de 5 ça, à le 50 000 problème. Voilà. pour ce fameux papillon-là. c'est Et ils énorme. disent, OK, les chauffeurs disent, on est d'accord, vous voulez une taxe pour mauvais stationnement, mais on négocie pour que ce soit allégé. Mais moi, pourquoi je ne veux pas parler de... Enfin, je n'ai pas voulu aller... Je vois ce qu'Alain dit, mais moi, je n'ai pas voulu aller là-dessus parce que déjà, je lui dis que l'amende, c'est quand même pour dissuader. Ouais. Simplement, je pense que si on leur disait 1000 francs chaque fois que vous êtes sur le trottoir, mais écoutez... Bon, Non, c'est clair, hein, ça, voilà, ouais, donc ça peut on est d'accord. Non, mais il y a d'autres amendes le pour problème, dissuader, il y a c'est que- d'autres amendes pour Non, dissuader qui ne sont pas à ce montant-là, André. Le débat est ouvert, mais Ouais. c'est ce que je voulais dire. Je voulais dire, je pense que le montant lui-même, il est là pour dissuader. Mais il faut que vous créiez des infrastructures. Exactement, c'est ça. C'est là le fond du problème. Bien sûr. Parce que sinon, c'est on étouffant. partage cet avis. Parce que les gens, ils vont... Bon, voilà, il est bien gentil, mais il va garer où? Sachant qu'on a une culture qui fait que, évidemment, on arrive sur un axe. Mais le mec, il ne va pas descendre à 5 km pour revenir chez lui. Oui, parce que ça va être la prochaine question. La mairie peut-être aurait dit, bon, évidemment, les femmes ne sont pas non plus sur la totalité de l'axe. Ah ben Donc, il y a si. Mais toutes prenez les l'exemple chaussées, de la Tout au long des toutes voies, les chaussées, toutes les Prenez chaussées le chez bord nous des voies et commerces. dites-moi sont des zones quel commerçantes. est l'espace que peut exploiter, parce que quand même l'espace le partage, l'espace urbain, mais les véhicules ne peuvent pas exploiter un autre espace sur le trottoir, ni sur un espace pour se garer en termes de parking, tout ça. Et c'est comme ça, c'est légion. Ce Puis boulevard, c'est un le travail de boulevard longue Saint-Martin, haleine même Yokohama, qui a été c'est pareil. effectué pendant plusieurs années, essayer justement de faire partir ces dames-là. Mais on se rend compte qu'il parle justement de ce prix qui est censé être dissuasif, mais ça prend tout son sens quand on met en place des moyens qui permettent de respecter le code de la Absolument. route. Sinon, on est indulgent, on met en place justement certaines, je sais pas moi, certaines infrastructures qui permettent aux conducteurs de vraiment respecter ce code de la route. trouver une Et certaine là, convenance. on est dans la dissuasion. Est-ce que les sommes versées par les chauffeurs là, vont vraiment toutes Ça, c'est un autre débat. dans les caisses de l'État? Ça, c'est un autre débat. Non, mais c'est sans doute cela aussi qui doit irriter un peu les chauffeurs parce qu'ils se connaissent très bien sur ce Mais ils n'en ont chemin-là. pas parlé, je pense pas. Bon, je pense qu'il y a un peu de tout ça Très aussi. bien. En tout cas, on aura l'occasion de suivre. De toute façon, la grève, elle est censée durer 72 heures. Nous, ce que nous espérons, c'est qu'une solution soit rapidement trouvée pour éviter, encore une fois, que notre très chère population en pâtisse, parce que c'est le cas. Bien Des sûr. personnes ont parcouru des kilomètres pour pouvoir allier deux points, et c'est encore dommage. Merci, chers amis. En tout cas, le débat est ouvert, et puis, comme on l'a dit, on va suivre cela. Notre lu, vu, entendu, c'est maintenant. Et notre lu vu entendu du jour ou du soir, c'est vous qui voyez, est une information révélée par le média en ligne, l'Infodrome. Élection Côte d'Ivoire, élection à la MUGFC, des candidats ont imité les signatures des magistrats de faux casiers judiciaires découverts. Oula. Non, mais c'est pas très... Enfin, quand je dis ça, je dis c'est pas une question à prouver, mais bon, ça me paraît pas être quelque chose d'extrêmement exclusif. Hein. Vous savez, c'est bien pour ça qu'il y a le Conseil constitutionnel, il y a la CEI qui regarde les dossiers. Donc souvent, il y a certains qui mettent des extraits de naissance qui sont pas bons. On rejette des dossiers aussi pour ça. Donc je veux dire que quand on a déposé, je sais pas, 1000, combien de dossiers 1562. 1500, 562, il y a une centaine de choses. Voilà, ça montre que le pays est encore, il y a encore des poches
de fabrication de faux papiers. Des réseaux. Voilà, de réseaux qui existent encore malgré tous les efforts qui sont faits pour solidifier notre système d'état Bah, civil. ils disent, je cite, la quasi-totalité des listes comportent donc de faux casiers judiciaires. 174 en ont été décelés sur 1500, vous en parlez tout à l'heure, 1562 dossiers. Les signatures de magistrats imités. Mais super grave, C'est là que c'est Non, je dis pas grave. que c'est pas grave, Et c'est là où on va parler de fraude, parce que de là à imiter donc des signatures de magistrats, on part même dans une réelle fraude, une tentative même de corruption à une certaine échelle. Donc il faut vraiment essayer de faire suivre ce type d'affaires, que ça ne se reproduise je pense pas. que je l'ai dit ici, je dois repréciser ma pensée. Ce que je veux dire que là, c'est un prétexte pour qu'on parle d'un problème qui est beaucoup plus général. Parce que Oui, non, mais je dis tout à que fait. celui qui a imité la signature du magistrat ne l'a pas fait spécialement pour la MUJFC, tu vois ce que je veux dire. En fait, c'est parce qu'il y a un réseau qui existe et que ça va mettre 15 jours d'avoir un casier judiciaire. Bon, enfin, je sais que les délais sont plus courts, mais ça va mettre plus de temps. Et donc lui, il fait appel au réseau en question. Ou bien on arrive, on trouve des petites mains autour du palais de justice à qui on confie son dossier ou autour de la mairie. Et voilà, et eux, ils n'ont pas le temps d'aller payer le timbre. En plus, on leur remet peut-être 5 000 francs. Donc voilà, donc je veux dire que le système même n'est pas encore totalement fiable. Et c'est ce qui fait que ce type de choses prospère, et dans le cas de la MUJFC, et dans le cas d'autres élections ou d'autres moments qui sont plus nationaux. Bon, quelqu'un a envie de dire heureusement que ça a été découvert, sinon Bien sûr. on se retrouverait dans un simulacre là, après l'élection, parce que d'ailleurs les élections sont prévues pour le 11 décembre prochain, pour donc l'élection à la tête de la MUJFC. Pour revenir là-dessus, pourquoi là c'est encore plus grave? Parce que la MUJFC, c'est la mutuelle quand même des fonctionnaires. Ça veut dire que si parmi les fonctionnaires, il y a des candidats, des représentants qui vont être dans le comité de direction, le conseil d'administration de la MUJFC, falsifient des documents, on peut même s'interroger sur les conditions dans lesquelles ils sont devenus fonctionnaires. Donc, vous voyez, donc ça veut dire que c'est un dossier, quelque chose de plus vaste en fait, c'est ce que je veux mettre en évidence. Oui, Donc, mais c'est pas quelque juste chose qui pour être illustre totalement la chaîne de fraude et de corruption dont on parle sans cesse sur ce plateau. C'est une illustration parfaite, parce que ce n'est pas seulement, comme il le dit, à la MUJFC qu'on va remarquer ça. C'est dans énormément de secteurs, c'est dans les administrations, c'est à toutes les étapes de la Oui, chaîne. et puis surtout pour à tous toutes les processus. raisons, parce que vous avez bien dit, on peut imaginer que ça peut être justement parce qu'on a envie de participer à une élection, mais ça peut être juste aussi parce qu'on a du mal à pouvoir, dans un délai raisonnable, obtenir un papier. Vous allez le déposer aujourd'hui au tribunal, vous allez attendre 15, 25, 30 jours, on ne sait jamais, pour pouvoir obtenir ne serait-ce qu'un casier judiciaire. Les gens préfèrent donc utiliser des raccourcis et malheureusement, mal leur en prendre. L'expression est toute lâchée. Bon, allez, merci. Pardon? Non, allez-y. Très bien. On va marquer une pause. Avant de recevoir notre invité, le ministre Kwadwo Konan-Bertin. Il est ministre de la Réconciliation et de la Cohésion sociale. Ça sera juste après ça. Partie de notre live talk. Deuxième partie qui nous permet de recevoir donc notre invité. Je vous le disais, nous sommes en compagnie de M. Kwadwo Konan-Bertin, ministre de la Réconciliation et de la Cohésion nationale. Bonsoir, Monsieur le ministre. Bonsoir. Merci d'être à nouveau sur notre plateau. C'est moi qui Vous avez un emploi du temps très chargé en Côte d'Ivoire et même hors de Côte d'Ivoire. On a réussi à vous avoir ce soir, donc merci. Monsieur le ministre, vous êtes depuis le 15 décembre 2020 à la tête donc, du ministère de la Réconciliation nationale. Certains se sont posé des questions sur l'importance d'un tel ministère. Aujourd'hui, on peut dire, après quasiment un an d'exercice, est-ce qu'on peut faire un tout petit peu le bilan concernant la réconciliation et la cohésion dans ce pays? Bien, laissez-moi commencer par d'abord vous dire merci Je vous en prie. d'accorder un peu de crédit, d'importance à ce ministère. Ensuite, j'étais là déjà, avant les élections présidentielles, je revois les visages. Vous étiez en tant que candidat? Et puis, là aujourd'hui, je reviens, quasiment un an après. Je voudrais donc vous remercier. On vous en prie, monsieur le ministre. Après, il faut dire, après ces élections, qui ont eu lieu dans des conditions que tout le monde sait, il a donc plu au chef de l'État, à son Excellence, M. Alassane Ouattara, de m'appeler à ses côtés au gouvernement, en me confiant cette lourde tâche, n'est-ce pas, d'amener le peuple ivoirien à la réconciliation. Ça fait bientôt 11 mois, un peu plus, que nous sommes là. Si je m'en tiens à l'atmosphère générale du pays, je peux dire que nous sommes sur le bon chemin.
On ne peut pas dire que tout est acquis, mais par rapport au moment où nous allions aux élections, même avant, je peux dire aujourd'hui que nous sommes sur le bon chemin. Très bien. C'est une lourde responsabilité que vous avez prise. Donc, quand on sait, après le contexte dans lequel la Côte d'Ivoire s'est trouvée les récentes années, lorsque vous arrivez donc, à ce ministère, quels sont vos premiers objectifs? D'abord, il faut que je mesure assez pleinement le poids de ces responsabilités. C'est une lourde tâche, c'est une lourde mission, c'est une lourde responsabilité que d'avoir la confiance du chef de l'État. Après, il faut la mériter. J'arrive, moi, depuis l'âge de, disons, 18 ans, 19 ans, je côtoie le milieu politique. J'ai vu la Côte d'Ivoire un peu sous Félix Houphouët-Boigny. J'ai vu ce que ce pays représentait dans la sous-région, dans l'Afrique et même dans le monde. Ce passé glorieux que nous avons perdu. Je sais aussi par ailleurs qu'Houphouët-Boigny nous a laissé en héritage la paix. Cette paix était en train de nous échapper. Et quand je voyais comment le tissu social était, comment les Ivoiriens se regardaient en chien de faïence, en tant que patriote, parce que j'ai un profond amour pour ce pays, eh bien, je nourrissais l'espoir d'un jour d'aider à rassembler le peuple de Côte d'Ivoire. Et quand le chef de l'État m'en donne l'opportunité, d'abord, je voudrais encore une fois ici lui réitérer alors, toute ma gratitude. Je dis c'est avec beaucoup de responsabilités que j'appréhende ça. Bon, tout de suite, je me dis, il faut que les Ivoiriens se parlent. Mais on ne dialogue pas avec soi. Pour dialoguer, il faut avoir un interlocuteur. Dans un premier temps, il y a les acteurs politiques majeurs. Bon, parce qu'il y a quand même une crise politique qu'on a connue après les élections de 2010. Mais pour qu'on se dialogue entre nous, il faut d'abord qu'on soit tous présents sur le territoire ivoirien. Il faut d'abord, de mon point de vue, aller à la décrispation. Parce que c'était trop tendu. Il faut qu'on s'entende, il faut qu'on s'écoute, il faut qu'on s'entende. Il fallait donc préparer le retour de tous les fils au pays, sur le sol ivoirien. Et le plus illustre d'entre eux qui était à l'étranger, c'est l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo, qui est rentré, tout le monde sait aujourd'hui. Bon, la Côte d'Ivoire, de ce point de vue-là, je dis, on est sur la bonne voie, comme je l'ai dit. Et ce n'est pas la grande rencontre qui a eu lieu entre les deux, l'ancien président et le président de la République, qui me dira donc le contraire. Par la suite, vous voyez ce vaste mouvement d'exilés politiques qui sont rentrés en Côte d'Ivoire. Les uns et les autres ont repris fonction quand il le faut. C'est ça la Côte d'Ivoire, quand le peuple sait se retrouver. Allez, tout ça. Alors, vous évoquiez à l'instant l'ancien président Laurent Gbagbo, donc de retour au pays depuis le 17 juin. Vous n'étiez pas à l'aéroport pour le comité d'accueil. Et je voulais savoir si, depuis que vous vous êtes parlé, si vous lui avez rendu visite au président Gbagbo. Je n'étais pas à cette rencontre. Évidemment, les Ivoiriens, beaucoup se sont interrogés. J'aurais même pu dire c'est le détail. Vous me direz que c'est dans les détails que se trouve le diable, que c'est les détails qui font le tout. Mais après, je peux vous assurer, je l'ai suffisamment développé. Le plus important pour nous, c'est qu'il soit rentré. Nous avons ensemble travaillé à cela. Il est rentré. C'est ce qu'il faut noter. Nous parlons, la preuve. Je viens de Yamoussoukro à la journée de la paix. Il a dépêché Katina et son fils Michel qui ont été le représentant. Est-ce que vous l'avez rencontré depuis son retour au pays? Ça ne saurait tarder. D'accord, parce que vous lui avez rendu visite à La Haye. Plusieurs fois, d'ailleurs. Bon, aussi bien à La Haye qu'à Bruxelles. Alors, juste d'un mot pour parler des ex-détenus de la CPI. Charles Blé Goudé, qui était son co-détenu, est encore aux Pays-Bas. Vous êtes ministre de la Réconciliation. Comment le gouvernement gère-t-il cette question? Parce que l'accès à un passeport est un droit lié à la citoyenneté. Oui. Comment expliquez-vous qu'en dépit de l'acquittement total dont il a profité, il est encore aujourd'hui comme une sorte de prisonnier empêché de retourner dans son pays? Non, ce n'est pas comme ça qu'il faut comprendre la chose. D'ailleurs, je vais vous dire une chose qui va vous surprendre. Le dernier coup de fil que j'ai eu avant de vous rejoindre ici, c'est Charles Blé Goudé. Nous parlons quasiment toutes les minutes. Je dis aux Ivoiriens, j'étais là quand le chef de l'État a ordonné qu'il puisse aller se faire enrôler pour avoir son passeport. Quand même, on vient de loin. Hein, c'est 10 ans après. Maintenant qu'on ordonne qu'il ait son passeport. Le reste, c'est une question de temps. Je dis aux Ivoiriens, je comprends. Combien de temps? Mais qu'est-ce qui bloque? De temps, mais Parce que ce n'est pas si bloquant, long, c'est quoi le généralement. souci? Plus rien ne bloque. Je vous dis que c'est une question de temps. Je comprends que les Ivoiriens soient subitement
pressé d'aller à la paix, mais ça fait quand même 10 ans. En un mois, on ne peut pas André, effacer tout ce André. qu'on a vécu. Monsieur, juste avant peut-être la question, c'est pas qu'on est pressé, c'est qu'on ne comprend pas comment Laurent Gbagbo a pu obtenir un passeport et Oui. rentrer, et Blé Goudé, ça prend autant de temps que vous le dites. Parce qu'à un certain moment... Vous pouvez me dire pourquoi, vous comprenez, comment se fait-il que nombreux étaient-ils auprès du président Gbagbo à l'époque? Comment se fait que c'est Charles Blé Goudé qui a été à la haie? Je veux aussi comprendre. Non, mais ça, il se trouve que ça ne répond pas de votre responsabilité. Mais C'est bien le fait qu'il sûr. soit à la haie. Donc, Mais au moins pour le passeport, en tant que ministre de la J'imagine- réconciliation. Ceux qui étaient acquittés tous les deux. J'imagine que lui-même, il est conscient de la situation. Ouais. Le plus important, c'est que je dis aux Ivoiriens, à partir de ce soir-là, plus rien ne bloque son retour, c'est une question de temps. Le président de la République a montré toute sa disponibilité, a accompagné lui-même, a conduit ce processus. Si le président Gbagbo est rentré, ce n'est pas Charles Blé Goudé qui ne peut pas rentrer. Très Mais bien, monsieur le normalement, vous ministre. devriez être pressé justement qu'on aille vers cette réconciliation. C'est parce que Et nous vous sommes disiez pressés, vous-même c'est que parce c'est que l'une nous des, sommes pressés des que nous prenons le conditions. temps qu'il faut. Quand vous vous êtes parlé tout à l'heure, avant de monter sur le plateau, monsieur le ministre, ça, c'est intéressant. qu'est-ce que vous avez dit? Sans trahir le secret de Oui. vos conversations, bien sûr. Ben, Il a dû vous dire, bah écoute, bon, vous tutoyez certainement parce que vous êtes bien camarade. sûr, bien sûr. Mais c'est comment pour mon passeport? Depuis, et vous lui dites, c'est une question de temps? Qu'est-ce que vous dites? Un peu de patience. Qu'est-ce que vous dites? On est plus loin. Alors, monsieur le ministre, pardon André, vous savez, nous sommes dans un pays qui s'appelle la Côte d'Ivoire, où on a eu une usine qui fonctionne bien, c'est l'usine à rumeurs. On aurait lu ou entendu sur les réseaux sociaux ou dans certains médias sérieux qu'il y aurait des groupes d'intérêt politique qui empêcheraient le retour de Blé Goudé. Est-ce que vous avez eu vent de... Heureusement que vous dites de des ça. rumeurs. Ce que je sais, je suis au gouvernement, je suis dans le concret. Le concret, c'est que je dis aux Ivoiriens, je suis témoin. Le président a ordonné qu'il aille se faire enrôler. Blé Goudé est allé devant tout le monde à l'ambassade se faire enrôler. Après, le reste, c'est une question de procédure administrative. Le dossier est sur son cours. Moi, je vous dis, il le sait lui-même, je le lui ai dit, c'est une question de temps. Donc, il arrive bientôt. Il arrivera. Alors Alain évoquait tout à l'heure l'arrivée de Laurent Gbagbo et votre absence à l'aéroport, mais ce n'est pas le seul grand rendez-vous où les Ivoiriens vous attendaient, parce qu'on a l'image de ce médiateur qui dit ministère de la Réconciliation, dit quelque part médiateur justement. Oui. Donc on ne vous a pas vu non plus lorsqu'il y a eu la rencontre entre l'ex-président Laurent Gbagbo et le président Alassane Ouattara. Au même moment, Est-ce je que me c'est une retrouvais... question de détail également? Non. Au même moment, je me retrouvais à l'Hôtel d'Ivoire. Le gouvernement était donc en discussion avec le gouvernement burkinabé sur la question du TAC. Et ma présence était importante à ce rendez-vous. J'ai souvent dit aux Ivoiriens, en comparant ce que nous faisons en politique, au football, parce que le gardien de but est important dans sa position sur le stade, et parce que le buteur de cette même équipe, le numéro 10, est important, les deux ne peuvent pas se retrouver au même endroit au même moment. Si les deux sont au même endroit au même moment, ça peut poser des problèmes à l'équipe. J'étais au front ce même jour. Le président de la République recevait donc le président Laurent Gbagbo. Ma présence n'était pas aussi indispensable. Et puis je vous résume tout ça pour vous dire, chez nous en Afrique, on vous dit quand la tête est là, le genou ne porte pas le chapeau. Alors, ce qui veut D'accord. dire que pour Mais la réconciliation... L'inspirateur, l'architecte premier de la réconciliation, c'est bien le chef de l'État, le président de la République, Donc, qui a il y un aurait- mandat du peuple. Donc, il y aurait des choses gardées, notamment des dossiers réservés au chef de l'État, alors que vous êtes le ministre de la Réconciliation. Vous devriez être en fait l'intermédiaire Mais ce permanent. n'est pas ce que je vous dis. Je vous explique. Au moment où Non, c'est j'étais ce que nous comprenons. à l'hôtel Ivoire, je ne peux pas être en même temps au palais. Tout à fait Donc, il d'accord. fallait choisir. Alors la petite remarque, c'est Oui. que lorsque par exemple vous avez été candidat et que vous portiez certains engagements, on Oui. entendait beaucoup parler de vous, vous avez été énormément médiatisé. Oui. Alors dans le contexte dans lequel nous sommes, où on parle de décrispation, de Oui. cohésion sociale, de réconciliation, c'est la tendance. Oui. On s'attend à ce que vous soyez un tant soit peu médiatisé par vos Ah, actions. justement. Donc on se demande ce que vous faites. Ah, c'est tout le contraire maintenant. Là, maintenant, je suis dans une posture qui m'impose la discrétion, qui m'impose beaucoup de silence. Vous savez, réconcilier, c'est nuitamment rentrer derrière les gens, leur parler, d'abord les écouter. Ça se fait malheureusement sans caméra. Vous voyez ce que je veux dire? C'est le résultat que vous voyez au grand jour. Moi, entre nous, moi j'ai été à La Haye, au moins 10 fois à La Haye. J'ai été à Bruxelles. Je connaissais le degré de tension qui existait à l'époque. J'étais de ceux qui avaient préconisé forcément que le retour du président Gbagbo s'inscrive dans le cadre de la discussion, du dialogue. Nous sommes assis, on ne peut pas vous raconter, vous dire exactement ce que chacun a fait quand on s'est assis. Mais ce que vous avez vu, c'est le résultat que le président Gbagbo est arrivé. C'est le plus important. Mais la victoire, elle a beaucoup de papa. On parlait de retour des exilés, André, monsieur le ministre. Il y en a d'autres. Vous avez cité le plus illustre qui est rentré, monsieur Laurent Gbagbo, Charles Blé Goudé qui
va est en rentrer route. bientôt. Voilà. Quelqu'un aurait dit le retour de Jésus. Vous entendez bien cette expression qui est très ivoirienne. Donc on espère que ça va être dans les prochains jours. Il y en a d'autres, Guillaume Soro, pour ne citer que ceux-là qui ne sont pas encore entrés. Qu'en est-il de ce cas particulièrement? En tout cas, en tant que ministre de la Réconciliation, je l'ai déjà dit, nous voulons d'une réconciliation inclusive, ça n'exclut personne. Il faut pour cela que chacun soit animé d'une bonne volonté lui-même de s'inscrire dans cette dynamique. Aujourd'hui, qu'on fasse le bilan après 25 ans de guerre, de combats inutiles, je dirais, il n'y a pas d'autre issue pour notre pays que la voie de dialogue. Ce que je voulais lancer comme appel ici, c'est que tout le monde s'inscrive dans cette dynamique, s'approprie ce processus et qu'on y aille dans l'humilité. Vous avez l'impression que, monsieur le ministre, est-ce que vous avez l'impression qu'il y a justement des personnes qui sont réfractaires à cette réconciliation-là? Dans vos discussions, que ce soit nuitamment ou au grand jour, est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui qu'il y a des personnes qui travaillent à ce qu'on ne soit pas réconcilié? On n'ira pas à la réconciliation tous au même rythme. Chacun ira à son rythme, bien entendu. C'est comme le train qui a démarré. Chacun prendra le train à la station qu'il souhaite. Mais dans tous les cas, on n'a pas de choix. C'est le train de la paix, le train de la réconciliation. Il y a de la place pour tout le monde dans ce train. Et c'est un énorme chantier, mais ce que j'allais dire, quel est le plus gros pilier de cette réconciliation en ce moment, selon vous? Dans un premier temps, vous savez, la réconciliation ne se résume pas qu'aux acteurs politiques. Parce que la Côte d'Ivoire a d'autres problèmes. Des problèmes fonciers, des problèmes de cohabitation, de cohésion nationale, et ainsi de suite. Mais il faut pour cela que nous créions un climat apaisé dans le pays. Que nous disposions toutes les oreilles en Côte d'Ivoire à écouter les messages qu'on va apporter. Parce qu'après, quand tout le monde sera rentré, eh bien, il faut qu'on comprenne, et heureusement que le Premier ministre vient de lancer donc l'appel pour la reprise du dialogue politique. Je suppose que les problèmes politiques qui ont conduit à la crise vont commencer à se discuter à cette tribune. Une fois qu'on a discuté, qu'on s'est mis d'accord, on va à l'essentiel, parce qu'après, il faut maintenant s'attaquer aux problèmes de fond. Les problèmes de fond. Et que c'est ça qu'il y en a dans ce pays. Peut-être que ça, c'est un problème de fond, vous me direz. Ça concerne la demande du président Laurent Gbagbo concernant les militaires qui sont emprisonnés. Sur ça, je veux dire, je pense aussi à la question même de la réparation. Comment vous gérez tout ça pour que tout le monde se sente vraiment réconcilié? Ceux qui pensent avoir subi justement des choses, ceux qui sont en prison, qui pensent qu'ils doivent être élargis, ceux qui ont perdu des choses, qui pensent qu'on ne pense pas. Comment on arrive justement à parler de réconciliation dans une telle ambiance? C'est parce que justement, alors, les deux se sont rencontrés. Une fois qu'ils se rencontrent, de mon point de vue, ça décrispe l'atmosphère. On va à l'apaisement. La seconde phase, c'est reconstruire la confiance entre les acteurs eux-mêmes. C'est au nom de cette confiance qu'on peut faire un pas en avant. Bon, je suppose que depuis qu'ils se sont rencontrés, ils se parlent. Parce qu'ils se parlent, ils vont continuer de se parler, la confiance va finir par s'installer. Une fois qu'on ne se méfie plus de l'un ni de l'autre, il va de soi que les autres vont suivre. Mais tous ceux qui sont en prison, ce sont quand même des militaires. Si j'ai le sentiment, moi, qu'en te libérant de prison, je mets ma vie en danger, je ne vais pas aller au rythme que tu souhaites. C'est pour cela qu'il est bon que nous puissions encourager nos acteurs à être sincères dans la démarche et à se faire confiance à nous. Une fois que la confiance renaît, tout le reste va suivre. Alors, ma consoeur parlait tout à l'heure de pilier de la réconciliation. Est-ce que ce pilier ne serait-il pas, par exemple, la vérité? À la question d'un journaliste qui lui demandait s'il était prêt à demander pardon, Laurent Gbagbo a rétorqué qu'il fallait d'abord savoir ce qui s'est passé. Donc la vérité, la transparence, et ensuite peut-être envisager la réparation. Est-ce que vous avez la même compréhension de cette démarche vers la réconciliation que l'ex-président? Il va de soi que tous, chacun de nous peut dire, nous avons tous soif de savoir ce qui s'est passé, la vérité. Mais après 10 ans, ou même 11 ans bientôt, nous savons plus ou moins ce qui s'est passé. Aujourd'hui, le plus important, ce n'est pas de remuer le couteau dans la plaie, c'est d'avancer. Vous savez, aujourd'hui, on peut parler tranquillement. Il y a quelques 12 mois, il y a des Ivoiriens qui estimaient que Gbagbo Laurent, de retour en Côte d'Ivoire, doit aller en prison parce qu'il y avait une peine de 20 ans contre lui. Mais on a fait fi de tout ça. Mais le pardon s'installe petit à petit. On n'en parle plus. Il vaque librement à ses occupations. Ils se parlent au téléphone tous les deux. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. Il faut avancer. Peut-être doucement, pas au rythme que tout le monde aurait souhaité. Mais moi, je pense qu'il faut aller sûrement. Et on y va sûrement. Est-ce que vous avez lu les résolutions de la commission, la CDVR, présidée par l'ex-premier ministre Bani? Et qu'est-ce que vous en avez tiré? Parce que, quelque part, les grands oubliés de cette affaire ivoirienne, oui, ce sont les victimes. On ne parle quasiment pas de réparation. On n'a pas vu de grands procès de personnes impliquées dans des meurtres, dans des génocides, j'allais même dire.
Alors, vous, comment est-ce que vous gérez On cette n'a pas encore vu de cette procès, dimension? sans doute, mais ça ne veut pas dire qu'on a oublié les victimes. Les victimes ont été recensées et ils sont connus. Et depuis, même avant mon arrivée, il y a eu un processus de réparation qui était déjà en cours. Ils peuvent vous le dire, quand vous voyez les autres comme Diaby, qui de temps en temps donnent un peu de la voix, j'ai même été obligé de monter au créneau. Les victimes, pour la plupart, estimaient que Gbagbo était leur bourreau, il ne peut plus rentrer en Côte d'Ivoire. On a dû les rassurer pour leur dire que la réconciliation ne se fera pas contre les victimes. Donc le gouvernement a pris à bras le corps. Ben, il y a des réparations qui se font, mais individuelles, mais aussi des réparations collectives. C'est des choses qu'il faut mettre en place, ça prend du temps. Nous sommes en train d'y travailler. Monsieur le ministre, nous allons marquer une courte pause. Vous vous retrouvez juste derrière pour la deuxième partie de cet entretien. A tout de suite. Nous sommes de retour sur le plateau du Live Talk. Les canaux par lesquels vous nous regardez sont 206 sur le bouquet Canal+, et numéro 6 de la TNT. Monsieur le ministre, on a constaté depuis un moment que ce concept de réconciliation intéresse de nombreuses personnes. Certains, à leur sortie de prison, ont leur bâton de pèlerin, d'autres ont engagé des démarches de leur côté. J'ai envie de dire, il y a beaucoup d'initiatives pour la réconciliation. Vous êtes le ministre de la Réconciliation. Quel regard vous avez sur l'ensemble de ces initiatives-là? Comment vous coordonnez l'ensemble de ces initiatives finalement? C'est de bonne guerre. Pendant 25 ans, on n'a parlé que de guerre. Nos enfants qui ont 10 ans, de 25 ans aujourd'hui, ne connaissent que ça. Voyez-vous? Ça ne fait pas des ordres que tout le monde parle de Non, il est heureux qu'il en soit ainsi parce que, donc finalement, je me rends compte que ça s'inscrit, ça s'enracine plutôt dans nos esprits, dans nos mentalités. Laissez fleurir les 100 fleurs ou les 1000 fleurs. En la matière, c'est une bonne chose. Mais moi, j'ai l'impression que c'est un fonds de commerce. Bon, ça peut être perçu comme ça, mais dans tous les cas, tant qu'il s'agit de parler de réconciliation, tant qu'il faut faire en sorte que tout le monde s'en imprègne, pour moi, ça ne me pose pas de problème, pour être honnête. Monsieur le ministre, avant qu'on parle, mes confrères parlent de dialogue politique, je voudrais quand même vous parler, pour moi, les germes d'un échec, pour moi, sur la réconciliation. Parce qu'on parle de la réconciliation comme s'il s'agissait de réconcilier Alassane Ouattara avec Gbagbo Laurent ou Afin Guessin avec Gbagbo Laurent. Mais dans nos communautés, qu'est-ce qui fait que quelqu'un va écouter un homme politique au point de s'attaquer à son voisin? Est-ce qu'on s'attaque à ça? C'est une question qu'on étudie vraiment? Est-ce que vos équipes se disent quels sont les vrais germes qui font qu'on écoute finalement l'homme politique et qu'on prend une machette pour s'attaquer à son voisin? C'est là le fond de la question. Ce n'est pas parce qu'Alassane Ouattara et Gbagbo vont s'entendre demain. Mais si demain, moi, j'arrive à les convaincre que, au fond, vous avez de bonnes raisons de vous battre, ils le feront parce que je suis un homme politique. Vous me donnez le sentiment de vouloir partir plus vite que la musique. Je vous ai dit ici que dans un premier temps, justement pour qu'on puisse attaquer à ces vrais problèmes, il faut que les conditions s'y prêtent. Dites-moi, aujourd'hui, au Burkina ou au Mali, qui c'est qui a le temps de s'occuper des problèmes de Burkinabé pendant qu'on tue? Il faut la décrispation, il faut l'apaisement. En ce qui nous concerne, tout ce qui aurait pu inciter les uns et les autres ici ou à penser à ce genre de choses, nous avons anticipé. 1, pour que le président Gbagbo rentre. 2, pour que les autres rentrent. Nous sommes dans ce processus d'apaisement, dans un premier temps. Et je vous dis, moi je privilégie l'écoute. Vous avez vu quand je suis arrivé, j'ai pris mon bâton de pèlerin. J'ai été partout pour entendre tous les Ivoiriens, pour me mettre à leur écoute. Mais justement, parce que j'ai aussi mon opinion sur la question ivoirienne. Mais j'ai besoin de savoir ce que tout le monde pense et d'identifier les vrais problèmes de la Côte d'Ivoire. Quand on les a identifiés parce qu'on a fait le bon diagnostic, on est certain d'y apporter forcément le bon remède. Donc n'allez pas vite en besogne. Je vous ai dit ici que dans un premier temps, l'action des politiques fait qu'aujourd'hui, on ne peut pas aller plus loin que ça. Donc prioritairement, il faut dégager l'horizon. Il faut l'apaisement dans le pays. Une fois qu'on a fini ça, quand les gens s'entendent, quand ils se parlent et qu'ils s'écoutent, on regarde les vrais problèmes. Parce que le fond je ne suis même pas certain que tous les Ivoiriens le sachent, qu'ils sachent où se trouvent nos problèmes. Parce que nous avons un peuple. Quand on veut commettre des erreurs, on commence à se comparer aux autres. Allez à tel pays, à tel... Non. Depuis nos débuts, le choix de nos dévanciers nous impose une attitude qui doit forcément différer de celle des Gabonais, de celle des Sénégalais. Je prends des exemples. Nous sommes un peuple métissé. Mais ça change tout. Au nom de quoi vous voulez que, quand il faut aller jouer au football, Dendane Arouna est un Ivoirien, et le jour où il veut être député dans une région, on dit qu'il est étranger. Est-ce qu'on s'est mis d'accord sur ce que c'est que l'étranger, dans un premier temps?
Comment sommes-nous arrivés à ce stade-là? Il y a beaucoup de choses qu'il faut regarder. Mais ça ne peut se faire que dans la calmie. Ça ne peut se faire que quand les gens ont les oreilles qui sont disposées à écouter ces messages. Monsieur le ministre, Oui. quand on entend un peu vos réactions à tout ce qu'on demande, vous pensez qu'on est pressé, vous parlez de patience. Je comprends qu'on dise lentement mais sûrement, mais est-ce que votre stratégie tiendra dans le temps quand on sait que les prochaines échéances électorales sont pour dans même pas Mais la à peine 3 réconciliation ans? n'est pas liée à des élections, bien entendu. Et Mais je on vous a le beaucoup de dis, problèmes, sait on a que beaucoup c'est- de problèmes, Non, monsieur non, le non, ministre, non, qui sont c'est liés aux une- élections. C'est une erreur de lier la réconciliation de tout un peuple comme la Côte d'Ivoire à une date électorale. Non, Mais vous ne pensez pas source qu'il de y nos a des problèmes. risques? C'est un processus, attention, c'est un processus, quand on parle de dialogue politique, c'est qu'il y a une tribune concrète justement pour débattre des questions politiques. Je suppose qu'à ces rendez-vous-là, on va se poser la question, ben, pourquoi diantre à chaque fois qu'on va aux élections, il y a eu des histoires? Il faut donc qu'on en sorte. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de problème dans le pays. Mais la L'objectif- population n'entend pas tout ce que vous dites à ces rendez-vous. Donc De toute finalement, ce façon- travail à faire sur la population devrait être peut-être anticipé, parce Mais- qu'il ne reste plus que 3 ans. Mais nous le Travailler le changement de Nous- mentalité, nous- ça nous prend le- du Nous temps. le faisons tous les jours parce qu'il y a ce qu'on appelle les dialogues intercommunautaires. Quand il y a un programme spécialement pour ça, alors où je vous parle, ils sont partout sur le terrain. Alors je vous parle, sauf que vous me direz, tout n'est pas médiatisé. Avant qu'Alain n'intervienne, Oui. vous parlez de dialogue intercommunautaire. Oui. Il y a 1 an, il y a eu un problème à Guézon. Oui. Vous vous rappelez? J'y Dans la ai région été du moi-même. Diouk, oui, vous y étiez. Voilà. Mais justement, voici un exemple de ce que dit Oui. Rayana. C'est que depuis, Oui. les populations n'ont pas été dédommagées. Tout à fait. Depuis, on ne s'est pas penché sur leur Tout cas. à fait. On ne leur a pas expliqué pourquoi est-ce qu'ils Tout doivent à fait. reparler avec leurs voisins d'à côté, Tout à avec qui il y a fait. eu des problèmes. Et donc, c'est ça qu'on est inquiet, parce qu'on se dit, quand les élections vont arriver, ceux qui vont venir pour des postes vont encore ressortir un discours Vous qui avez- va prospérer, vous parce avez- qu'ils n'ont pas été dédommagés. Vous avez des raisons d'être inquiet, mais je peux vous dire une chose. Je venais à peine d'être nommé ministre. J'étais pour la première fois dans une salle de conseil quand on a appris qu'il y avait déjà 3 morts à Guézon. Oui, Je suis parti d'Ardar, sans véhicule, oui, vous y êtes allé. pour aller C'est vrai. justement séparer les belligérants. J'ai vu de mes yeux ce qui se passait à Guézon. On a fait le point, évidemment. Nous n'avons pas encore dédommagé les uns et les autres. L'idéal, c'est ça, on va y arriver. Nous parlons tous les jours. Vous avez vu à Yamoussoukro avant-hier le défilé des dozos. Mais les gens ne comprennent pas toujours. C'est pour ça que je vous dis, malheureusement, ce n'est pas tout qui s'explique. Ce n'est pas tout qu'on fait au grand jour. Mais au nom de quoi des dozos viennent défiler à un rendez-vous de paix? Mais ils viennent eux-mêmes. J'ai été à Guézon, qu'est-ce que j'ai constaté? C'est évidemment un conflit entre autochtones C'est ça. et dozos, bien entendu. Bien sûr. Les dozos me disent, écoutez, monsieur le ministre, nous nous rendons compte que notre nom, pour répéter ce qu'ils m'ont dit, est récurrent dans toutes les crises. Êtes-vous conscient de cela? Oui, nous voulons désormais être des agents de paix. Mais ça se travaille. Mais ce n'est pas en une journée que tout ça prend fin. Ce n'est pas en une journée. Nous sommes en train de travailler avec ces mêmes dozos. Nous avons des activités, des choses qu'on a programmées, nous allons travailler. Je suis conscient de la situation. D'ailleurs, vous faites que je vais anticiper. Là, nous venons de faire la paix, la journée de la paix. Il reste la journée du pardon et du souvenir que je souhaite organiser à Diokwe. Diokwe, parce que tout le monde peut comprendre, Bien il y a sûr. des réparations à faire. Nous devons faire en sorte que cette journée donc, du pardon et du souvenir, ce jour-là soit l'occasion pour nous de poser des actes qui apaisent les cœurs. D'abord des autochtones, de tous ceux qui ont connu des martyrs, qui souffrent, de façon à ce qu'eux aussi soient disposés à pardonner, à tendre la main à ceux qui les hébergent. Nous sommes en train de travailler. Alors, Monsieur le ministre, Voyez, voilà. tout à l'heure, vous disiez que les crises en Côte d'Ivoire n'ont pas une source politique. Je pense que ceux qui nous Électorale, écoutent peut-être. diront le contraire. Non, à moins que je me sois fait Bon, peut-être que pas je vous ai mal comprendre, compris, il n'y a pas que. mais il en y a tout pas cas, pour que- l'essentiel, Oui, bien entendu, les crises attention. dans ce pays, Ce que nous vivons en ce ont pour moment, c'est origine- une crise politique. Voilà. Voilà, je ne peux pas dire ça Donc- ici parce que je ne suis pas un acteur. Merci. Je veux. Ben, voilà, vous êtes un acteur, vous êtes un ancien candidat à la présidentielle. Dans le dialogue politique qui va commencer en décembre, en tant que politicien, en tant qu'ex-candidat et ministre du gouvernement, quels sont, selon vous, les sujets de désaccord qui devaient être mis sur la table afin que, aux échéances à venir, 2023 sans doute, et sûrement 2025, on n'ait plus à avoir des batailles entre partis politiques qui conduisent des supporters à s'affronter? Alors, ça, c'est la responsabilité du Premier ministre. Parce que Non, mais là, je m'adresse vous au me- leader politique oui, que vous bien êtes. sûr. Laissez le manteau du je suis ministre. membre du gouvernement. Oui, mais je laissez suis le membre manteau du gouvernement. Laissez le manteau du Oui, ministre. oui, mais je vais vous répondre. Oui. Le Premier ministre lance l'initiative du dialogue politique.
forcément, il conduira ce dialogue avec le ministre de la Réconciliation. Je serai à ses côtés pour l'accompagner. Chaque parti politique, en tout cas tous ceux qui viendront à ce rendez-vous, je suppose que chacun vient avec ses revendications, ses sujets qu'il considère comme importants ou majeurs. Nous mettrons tout ça sur la table. Je ne peux pas vous dire ce soir, voici le sujet pour lequel non. On va écouter tout le monde. Chacun vient avec ses idées. Nous mettrons ça ensemble, comme on l'a fait déjà une fois. Ce qui nous a conduit à des élections législatives apaisées, inclusives. Pour la première fois depuis la mort du président Houphouët-Boigny. Si on a pu faire ça hier, il n'y a pas de raison qu'on ne le fasse pas encore aujourd'hui. Pour les Ivoiriens qui nous regardent, nous leur devons ça au moins. Sur la question de la limitation d'âge, par exemple, qui risque de mettre le feu aux poudres dans quelques mois, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que 75 ans doit être l'âge, disons, limite pour tous ceux qui auraient des ambitions présidentielles en Côte d'Ivoire? Vous savez, la dernière fois, je l'ai dit à quelqu'un, moi, je suis heureux devant tout ce débat-là. C'est quand même la preuve de la vitalité de notre démocratie, que personne n'impose plus rien à personne. Il y a une chambre dédiée à cet effet, l'Assemblée nationale. Si les députés estiment qu'il faut limiter l'âge à 75 ans, c'est eux qui voient, il nous faudra la proposition. Mais le moment venu, ce n'est pas ma pensée qui importe. Ce que l'on aura décidé pour l'ensemble des Ivoiriens. Mais on a une Sans création doute de que savoir votre votre position, position. mais c'est quoi votre pensée? Peut-être que vous dites que ça importe. Le ministre de la Réconciliation devrait avoir un avis. Vous savez quand même ce qui profiterait à la vie de la réconciliation, c'est de rassembler les Ivoiriens. Je veux même dire Autour que... de l'âge de 75 ans? Voyez-vous, je suis dans une posture aujourd'hui où je dois même mesurer mes propos, faire en sorte que si je veux avoir des résultats, que je blesse le moins possible. Pour ne pas dire qu'il n'y aurait plus à blesser quelqu'un. Donc il y a des sujets qui ne sont plus forcément d'importance pour le ministre de la Réconciliation. Ce qui m'importe, je rassemble les Ivoiriens. Je leur apporte la joie au cœur. Je vais les convaincre de ce que la politique n'est pas forcément un champ de bataille où on vient pour cultiver la haine de l'un contre l'autre ou pour l'autre, mais c'est un jeu, il faut y aller dans l'allégresse et que prime au-dessus de tout soit la concorde nationale. Très bien. Voilà ma mission de ministre de la Sur une Réconciliation. chose qu'on n'aborde pas souvent, vous savez, c'est le sentiment de déclassement, le sentiment qu'ont certains de nos concitoyens qu'ils ne sont pas considérés dans ce qu'on peut appeler la distribution de richesses. Ça ne paraît pas comme ça corrélé, mais c'est très important. Vous savez, quand beaucoup de jeunes ont le sentiment que quoi qu'ils fassent, ils ne vont jamais pouvoir obtenir ou prendre le fameux ascenseur social, est-ce que ça, ce n'est pas un argument qui fragilise la réconciliation nationale? Quand des gens ont le sentiment qu'il y a toujours des privilégiés. J'ai une claire conscience, moi aussi, qu'il y a que des Ivoiriens qui y pensent. Mais regardez, il n'y a pas si longtemps que cela, je n'ai pas la date, la journée de l'excellence au palais. J'ai vu des jeunes filles de rien du tout, des familles vraiment modestes, parce qu'elles ont travaillé. D'abord, elles ont été à ce rendez-vous. Elles ont eu un prix. Mais nous faisons de la culture de l'excellence. L'idéal ou l'objectif, c'est de convaincre nos jeunes à nouveau que nous sommes dans une société de mérite, de sorte que demain, personne ne s'imagine que c'est parce que je connais X ou Y que je vais avoir tel ou tel poste. Mais il faut que, ce soit nos efforts, nos mérites et nos talents seuls qui nous fassent donc avancer dans la société. Ça, c'est le... Très bien. Monsieur le ministre, la semaine dernière, à cette même place, là, nous avons reçu deux acteurs de la société civile, Madame Geneviève Bourgrébé, nous avons reçu Pulchéry Ballet. Chacune d'entre elles avait un rendez-vous, avait un programme pour la réconciliation. Le Premier ministre Afin N'Guessan parlait d'un autre rendez-vous, par l'expression, pour utiliser l'expression de M. André Bois, un grand raout, comme ça, de rencontres, consensus national, conférence nationale, forum national, enfin, ça dépend de comment il l'appelle. Vous, monsieur le ministre, est-ce que justement les Ivoiriens peuvent s'attendre à ce rendez-vous-là où les Ivoiriens, comme vous en parlez, vont se parler parce que chacun a son agenda? Comment vous organisez tout ça? Parce que pour moi, c'est très important. Il y a eu des personnes qui se sont lancées dans des processus de réconciliation qui après qui ont été désavouées. Non, je n'ai pas envoyé d'émissaire pour pouvoir gérer ma réconciliation. Pour moi, j'ai vraiment l'impression qu'on a besoin d'organiser un peu tout ça. Vous voyez que de plus en plus ou de moins en moins, vous allez entendre ces choses. Non, je n'ai pas envoyé tel émissaire. Non, parce que nous prenons notre temps pour aller nous-mêmes rencontrer les gens, parler avec eux, nous humilier parfois, sans caméra. Oui, et quand c'est prêt, au grand jour, tout le monde sait. Je peux vous dire que l'ensemble de ces petits rendez-vous de réconciliation vont nous conduire, tôt ou tard, à un grand rendez-vous de la réconciliation. Nous venons encore de la journée de la paix. Pulchéry Ballet était avec nous. Nous avons commencé par un forum scientifique. Au cours de ce forum scientifique, nous avons rassemblé presque tous les acteurs, la société civile. C'était pluriel, les gens se sont parlé. Nous allons avoir les actes de ce forum-là qui vont donc enrichir notre feuille de route, de sorte que nous puissions
recueillir ou prendre en compte toutes les suggestions des uns et des autres. Demain, quand on va se retrouver, on va porter ensemble les remèdes qu'il faut au problème. Donc, moi, je crois que toutes ces petites rencontres sont à encourager. Il faut donc persévérer. Et je suis persuadé qu'au bout du compte, on se retrouvera. Donc, est-ce qu'on se retrouvera dans un forum genre, forum de la réconciliation? Quel sera le format ou conseil de réconciliation? Ne rentre pas dans ce fétichisme-là. Le plus important, c'est que les Ivoiriens se retrouvent, peu importe. Moi, j'ai assisté à un débat. Quand le président Gbagbo devait retourner, mais un faux débat. Et là, je le dis avec courage sur ce plateau. On dit non, il faut qu'il revienne de façon triomphale. D'autres disent, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi l'objectif? Que le président Gbagbo rentre en Côte d'Ivoire? Oui. Mais surtout que son retour aide à fortifier, à consolider ce qui existait. Peu importe. Le plus important, c'est qu'il est dans son pays. Qu'il commence à participer. N'est-il pas revenu au pays? Peu importe le format. Moi, je ne m'attarde pas sur ces détails. Ce n'est pas ça qui est important. Le plus important, c'est le résultat. Une dernière question. C'est la dernière pour cette la émission. toute dernière, elle est personnelle. Oui. Vous avez fait l'objet d'une accusation il n'y a pas bien longtemps. Oui. Où est-ce que vous en êtes de cette procédure? Et est-ce que vous pensez que vous êtes considéré comme un citoyen lambda que la justice entend, que la justice, justement, sur lequel la justice enquête? Est-ce que vous sentez les choses comme ça? Ou vous pensez qu'il y a une opinion déjà qui vous a un peu déjà plus ou moins condamné? Comment vous vivez ça personnellement? Le plus important pour moi, c'est ma conscience. Est-ce que je suis en harmonie avec ma conscience? Est-ce que j'ai l'âme d'un violeur? C'est ça le plus important. Parce que ce n'est même pas les Ivoiriens, ce sont mes enfants. C'est mon épouse. C'est là le plus dur pour moi. À partir de là, je suis comme tout citoyen ivoirien. Et je l'ai dit, c'est un dossier qui est entre les mains de la justice. Moi, j'ai été entendu. Je me suis déplacé, pour la première fois, un ministre qui se déplace. Je vais à la brigade de recherche, de 18h à minuit quasiment, pour me faire entendre. Je ne suis pas au-dessus de la loi. Nous attendons tous les résultats de l'enquête. Si je suis donc, accusé, si c'est, je veux dire, voilà. Mais est-ce On verra bien. est-ce que vous avez obtenu une autorisation du gouvernement pour vous faire entendre? Parce que vous avez, en tant que ministre, Vous avez une immunité. Comment ça fonctionne dans un pays? Je vais vous dire une chose. Alors dites-nous, quel est le Non, je vais secret vous dire, pour franchement. outrepasser cette... Mes avocats, oui. justement, ont voulu m'opposer ou opposer le fait que je suis ministre. J'ai dit non. D'accord. D'abord, je sais. Je suis conscient que dans l'opinion, on va s'imaginer que parce que je suis ministre, je suis au-dessus de la loi. D'avance, c'est une affaire biaisée. Non, je me déplace. Et si vous voulez, je vais à pied. Je vais me faire entendre comme tout citoyen dans cette affaire. J'ai été à la brigade de recherche, j'ai été entendu, ça ne m'a pas diminué. Très bien. En tout cas, pour revenir à pourquoi vous êtes sur ce plateau, monsieur le ministre, c'est la paix et la réconciliation en Côte d'Ivoire, la cohésion sociale. Vous y croyez. C'est un grand chantier. Et vous avez certainement besoin de l'adhésion des uns et des autres, de tous les Ivoiriens, pour vous accompagner dans cette mission-là. C'est notre souhait. Merci, monsieur le ministre, d'avoir Bonne été en notre chance. compagnie. On espère vous retrouver en d'autres occasions, d'autres circonstances, parce que, comme je l'ai dit, le chantier est très grand. On aura d'autres occasions de vous recevoir sur ce plateau-là et surtout nous faire l'écho de ce grand mouvement de réconciliation que les Ivoiriens espèrent attendre tant. Merci André, merci Alain, merci Ariana, merci monsieur le ministre. Merci à toutes les équipes techniques et éditoriales qui se joignent à moi pour vous souhaiter une bonne fin de programme sur Live TV. André vous retrouve juste après pour Immersion. Je pars aux États-Unis. Très bien. À Anamosa, précisément. C'est très bien. Avec les prisonniers, c'est ça? On vous retrouve demain sur ce même plateau-là pour d'autres moments de télévision. Prenez soin de vous et des autres. Que Dieu veille sur vous. Que Dieu veille sur la paix en Côte d'Ivoire. À demain. Merci. Bon.